L'apiculture, une passion pour certains, un métier pour d'autres. L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage d'abeilles pour exploiter les produits de la ruche, principalement le miel. L'apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins et veiller sur son environnement. Pratiquée sur tous les continents, cette activité diffère selon le climat et le niveau de développement économique. Les premières traces des hommes cueilleurs de miel ont été retrouvées près de Valence, en Espagne, et seraient datées d'environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Le début de l'apiculture remonterait, selon les chercheurs, à 7 000 ans avant Jésus-Christ en Turquie, et plus précisément en Anatolie. Les Égyptiens avaient également découvert les abeilles et leurs produits. Les premières traces datent de 2400 avant Jésus-Christ, et le miel était d'ailleurs offert en offrande aux dieux. Du miel, qui était l'ingrédient le plus utilisé dans les remèdes, comme pour les premiers chrétiens, qui l'utilisaient pour se nourrir, mais aussi pour ses vertus thérapeutiques. Ils en tiraient également une boisson fermentée du nom d'hydromel, et la cire était elle aussi utilisée, mais seulement dans certaines conditions. En 799 sous Charlemagne, on trouve les premières mentions des ruches en paille, peuplées par la récupération d'essaims sauvages. Au XVIIIe siècle, plus précisément en 1730, l'apiculture progresse. On invente la hosse, un caisson en bois contenant des cadres vides, que l'apiculteur ajoutait sur le corps de ruche et qui permet de ne prélever que ce qui est nécessaire. Les apiculteurs commencent à chercher de nouvelles méthodes d'enfumage, pour ne plus tuer les abeilles et donc les endormir lors de la récolte du miel. L'homme commence donc enfin à respecter l'abeille et à éviter la destruction des colonies. Assez parlé du passé et passons maintenant au vif du sujet, l'apiculture et les techniques d'aujourd'hui en se concentrant particulièrement sur l'élevage d'abeilles. Pour cela, nous nous rendons en zone de montagne à Marignac-en-Diois, un petit village situé près de Die et faisant partie du parc naturel régional du Vercors, connu pour son bon miel et sa bonne humeur. Nous rencontrons Bernard Sellier, caviste, formateur, auteur et apiculteur amateur depuis 2003, qui va nous montrer l'envers du décor de l'élevage, la gestion et la vie des abeilles. Bonjour, je suis Bernard Sellier, apiculteur à Marignac, en Diois. J'habite dans le parc naturel régional du Vercors. J'ai une vingtaine de ruches sous format d'Adam. J'organise des petites formations en apiculture et j'ai créé un ouvrage d'initiation à l'apiculture avec des méthodes simples. Alors cette passion pour l'apiculture m'est venue progressivement en plantant d'abord à l'origine des arbres fruitiers qui donnaient peu de fruits. Et on avait pensé avec mon épouse mettre des ruches à proximité pour que les arbres fruitiers soient pollinisés. Et cet intérêt pour l'apiculture nous est venu depuis environ une quinzaine d'années. L'abeille fait partie de la famille des hyménoptères. C'est un petit insecte d'un dixième de gramme qui rend des services considérables à l'humanité et parce qu'elle pollinise 80% des légumes que nous mangeons. Et s'il n'y avait plus l'abeille, les supermarchés seraient vides et les centrales d'achat aussi, et nous serions bien désemparés. Les différents stades de l'évolution d'une abeille ouvrière depuis un petit œuf jusqu'à la mort de la butineuse, c'est un petit œuf qui est commun pour l'ouvrière ou la reine et qui est différent pour les faux-bourdons. L'ouvrière, quand elle sort de l'opercule, dans le cadre de cire, elle devient nettoyeuse, elle devient nourricière, elle devient ventileuse, elle devient cirière, elle va développer les glandes de Nassanov, elle va aussi développer les glandes cirières et les glandes à venin, et après elle deviendra butineuse jusqu'à sa mort. Alors une abeille passe à peu près 15 jours et demi dans la ruche, et après, dès qu'elle sort, qu'elle devient butineuse, sa durée de vie ne se compte pas en temps, mais en kilomètres. Il faut compter 800 km. Ce sont les observations scientifiques. La petite abeille, quand elle vient de naître, elle va manger essentiellement du nectar que lui apportent les butineuses. Ensuite, l'abeille d'hiver, elle mangera essentiellement du sucre solide ou bien du miel. Alors, les abeilles parcourent en moyenne une distance de 3 km, un rayon de 3 km autour de la ruche, qui est une distance qu'elles peuvent dépasser, mais à ce moment-là, on dit d'une façon générale qu'elles ont mangé les sandwichs en route quand elles reviennent parce qu'elles ont dépensé tout en énergie pour le vol. Les abeilles retrouvent la ruche grâce à leur mémoire, qui est excellente, et aussi grâce au courant tellurique, parce qu'elles ont des petits aimants dans le thorax. Également, au plus elles s'approchent de la ruche, au mieux elles retrouvent les phéromones du couvain qui pour elles les guident. Alors, butiner, pour les abeilles, ça veut dire aller ramasser le butin, qui est le nectar, au pied du pistil ou de l'étamine,
à l'intérieur des fleurs ou bien sur les feuilles de certains arbres fruitiers. Et ces glandes nectarifères émettent un petit liquide sucré qui s'appelle le nectar, que les abeilles concentrent. Maintenant que vous en savez plus sur le mode de vie et le fonctionnement de l'abeille, Bernard va nous expliquer le modèle de ruche et le matériel qu'il utilise. La ruche d'Adam est une grosse ruche très pratique pour hiverner les abeilles en montagne parce qu'elle leur permet d'accumuler des réserves pour cette période. La feuille de cire permet à l'apiculteur d'économiser la cire et du temps et à l'abeille d'étirer des alvéoles inclinées à 30 degrés pour que la reine puisse pondre des petites larves ou bien que les ouvrières puissent stocker du pollen ou bien du nectar. J'utilise du matériel d'occasion, essentiellement des ruches d'occasion que je rénove et que je retape. Et les feuilles de cire, je les trouve chez un cirier en échange de pains de cire qui proviennent de fonds de percule. Il faut aussi savoir que dans la Drôme, plus précisément à Marignac-en-Diois, les températures hivernales peuvent atteindre jusqu'à moins 10 degrés. C'est donc pour cela qu'il utilise un modèle de ruche spécifique adapté aux températures montagnardes. Abordons maintenant la composition détaillée d'une ruche d'Adam. Alors, une ruche d'Adam est composée de plusieurs éléments. Commençons par le premier. Ici, c'est le plancher muni d'agrafes. C'est un plancher ventilé. On va mettre l'entrée ici, devant. Pour la période fin d'hiver, début de la ponte de la reine, on peut glisser un isolant pour éviter que le vent ne vienne refroidir le couvain. Ensuite vient le corps de la ruche. C'est un gros élément qui vient se poser sur le plancher comme ceci. Ici se tiennent des crémaillères qui vont recevoir les cadres. Alors, les cadres, ils sont soit étirés, c'est-à-dire que les abeilles ont construit des alvéoles sur le support de la feuille de cire gaufrée qu'a installé l'apiculteur et on les pose ici, dans les crémaillères. On peut poser plusieurs cadres, comme ceci. On peut également introduire un nourrisseur. Celui-ci est un nourrisseur qui s'introduit dans la ruche. Ça, c'est un isolant épais en polystyrène que l'apiculteur peut installer à proximité des cadres qu'il introduit dans sa ruche. Puis, il y a un autre élément qui est très important, c'est la grille à reine. Elle agit comme un filtre, elle permet, lorsque l'apiculteur crée un essaim, de retenir la reine et les faux bourdons. Donc, on peut la placer dessus si l'apiculteur veut créer un essaim artificiel. Ensuite, il y a un autre nourrisseur qui est équipé d'un grand plateau et d'une chicane ici, qui permet aux abeilles de passer outre le petit bout de bois qui est ici et qui leur permet de boire du sirop que l'apiculteur leur apporte, notamment aux essaims. Ensuite, il y a un élément qui est très important, qui est l'isolation, qu'on peut laisser l'hiver comme l'été, qui permet de garder la température de la ruche sur le corps de la ruche. Enfin, il y a la toiture qui recouvre l'ensemble. Il faut savoir qu'ici, en zone de montagne, quand on dispose une ruche, on la pose sur des moellons, sur des bois de niveau, légèrement inclinés vers l'avant pour permettre l'écoulement du sirop dans le nourrisseur s'il est versé dans le plateau. Et on met une pierre sur la toiture pour éviter que le vent ne vienne découvrir la ruche. Voilà, j'ai fini pour les différents éléments. Vous savez maintenant de quoi et comment est composée une ruche d'Adam. Mais comment est-ce qu'on monte de la cire sur un cadre afin de créer un cadre prêt à l'emploi? Pour monter de la cire sur un cadre, on prend un cadre en bois dont les trous sur le côté, les montants ont été dégagés avec un poinçon. Ensuite, on introduit le câble dans les trous.
Ensuite, on prend une petite pointe et on plante dans le montant du cadre sur le côté la petite pointe. On ne la plante pas en plein, pas complètement. Et on fait plusieurs tours avec le fil autour de la pointe. On plante complètement. Ça fait du bruit. On coupe le fil qui dépasse. Et après, on remet un petit coup de marteau pour que le petit bout qui reste ne blesse pas les pattes de l'abeille. Une fois le fil bien tendu, on reprend une deuxième pointe pour achever la tension du câble. On tend le câble à l'extérieur, on fait 3 tours, on le plante complètement. Pour ne pas blesser les pattes de l'abeille, je coupe le petit bout qui reste et je le plante complètement. Voici mon cadre qui est filé. Ensuite, j'introduis ce cadre sur un étau. Je prends une allumette et un petit camping-gaz, un petit chalumeau, pardon. Je vais faire un petit peu du bruit et je désinfecte le cadre. Je désinfecte aussi les câbles. J'ai fini. Le but de cette opération est de brûler les bactéries pour éviter tout apport pathogène dans la colonie. Ensuite, je vais prendre une feuille de cire et je fais fondre 2 petits coins dans une casserole de cire où la cire a préalablement fondu. Je prends ma feuille de cire en prenant bien garde de mettre les 2 coins dans la partie inférieure du cadre. Et j'introduis ma feuille de cire en quinconce dans les câbles. En faisant bien attention que la feuille de cire rentre dans la gorge, ici. Il faut que la feuille de cire soit bien introduite dans la gorge. Et on fait couler un mince filet de cire pour pouvoir le faire glisser à l'angle de la feuille et du bois. Ainsi, il sera bien maintenu. En hiver, un cadre de cire étiré doit porter 4 kg. Donc c'est pour ça qu'on met des câbles et qu'on met des feuilles de cire bien tenues. On va souder électriquement le câble pour qu'il pénètre dans la cire. Je vais brancher sur mon transformateur une petite pince croco et une petite pointe de touche de 2 couleurs différentes. Ensuite, j'accroche la petite pince sur un des câbles et je fais toucher le câble de l'autre côté. Cela produit une petite étincelle et ça fait chauffer le câble. Ensuite, il n'y a plus qu'à pousser légèrement avec la main pour qu'il pénètre dans la cire. C'est important à faire parce que sinon, la reine, si elle voit un morceau de câble au fond de l'alvéole, elle n'ira pas pondre dedans. Voici. Après nous avoir montré comment fabriquer un cadre avec feuilles de cire, nous nous tournons maintenant vers le personnage principal de la ruche, la reine. Pourquoi est-elle si importante? Quel est son mode de vie? Alors, la reine est la personne majeure de la colonie. Elle permet, par sa ponte, le renouvellement des ouvrières. Donc, la reine vit plusieurs années et elle ressemble à une abeille par la tête et le thorax. Par contre, son abdomen est beaucoup plus long parce qu'il abrite une spermathèque qui est importante justement pour le renouvellement de ces colonies. Elle vit complètement cloîtrée à l'intérieur de la ruche et elle est nourrie par les autres ouvrières. Si la colonie est orpheline ou si la reine commence à être très âgée, les abeilles vont fabriquer
une cellule royale pour faire naître une autre reine. Alors, une cellule royale est une construction qu'établissent les abeilles, les ouvrières dans la colonie, sur le bord d'un cadre, accroché à la cire, et elles collent un tout petit œuf au fond de cette cellule royale. L'alimentation de la reine définit complètement son rang. Elle est nourrie à 100% de gelée royale. Elle n'est pas nourrie de pollen, ni d'autre chose, ni de pain d'abeille, ni de pollen. Une reine vit grand maximum 5 ans, mais en moyenne, on compte 3 ans. 2-3 ans, c'est bien. Ça arrive régulièrement. Si la reine meurt, la ruche se retrouve dans une situation très délicate. Elle devient orpheline. Les abeilles sont obligées, à une période de leur orphelinage, d'accepter une cellule royale que leur impose l'apiculteur. Si, par exemple, une ruche se retrouve orpheline parce que la reine était souffrante ou qu'elle diffusait une maladie, il est possible que l'apiculteur, avec beaucoup de peine, supprime cette reine. Les abeilles vont refaire une cellule royale. Mais comme la souche aura été souffrante, elles vont refaire une cellule royale avec une reine avec les mêmes problèmes. Donc, au bout d'un moment, au bout d'une 8aine de jours, il peut enlever cette cellule royale et 8 jours après en proposer soit un cadre de couvain ou une cellule royale ou une reine encagée que les abeilles pourront adopter ou se familiariser avec pour assurer le développement futur. Et là, elles n'auront pas le choix. Il y a des colonies qui peuvent s'affaiblir quand l'automne arrive et on voit que la ponte de la reine est vraiment très faible et ça peut être dû à son âge ou à un problème sanitaire. Alors, si la ponte de la reine n'occupe pas assez de cadre dans la ruche, ce que l'apiculteur peut faire, c'est la réunir avec une autre colonie, ce qui permet aux abeilles, aux reines des 2 colonies, de régler leurs problèmes de survie ensemble. La plus forte l'emportera sur la plus faible, elle ira la tuer tout simplement. Ce n'est pas à l'apiculteur de le faire et comme ça, il se décharge de cette opération. Alors, la reine influence absolument, de par ses phéromones, l'ensemble des ouvrières de la colonie. Comme beaucoup d'animaux d'élevage, la reine peut être marquée d'un code couleur international qui correspond à son année de naissance. Par exemple, pour l'année 2007, la couleur sera le jaune. Alors il suffit à cet effet de marquer soit d'une petite pastille le thorax de la reine sur la partie supérieure en lui collant une petite pastille sur le thorax, ou bien en mettant un trait de peinture avec un crayon spécial qui est sans danger, une peinture à l'eau, sur le thorax. Maintenant que vous avez connaissance de la hiérarchie royale assez impressionnante dans une ruche, nous passons à la dernière partie, l'étape finale appelée essaimage artificiel. C'est-à-dire prendre une ruche pleine et la scinder en 2 afin de créer une nouvelle colonie. C'est une étape difficile qui demande précision, douceur et rapidité. Un mélange que Bernard maîtrise. L'opération doit être effectuée en moins de 30 minutes afin de ne pas trop refroidir le corps de ruche. Nous allons aborder la création d'un essaim artificiel. Alors pour ce faire, on enlève la toiture délicatement. Je la pose ici. Ensuite, l'isolant. Et j'enlève délicatement le nourrisseur. Les abeilles ont construit dans le nourrisseur à l'envers. Ce n'est pas très grave. Elles sont très calmes, elles l'ont rempli de miel. On va le disposer à proximité, ici. On va enlever, mais en faisant attention, on va enfumer un peu les abeilles pour qu'elles redescendent entre les cadres. Ensuite, on va chercher les cadres de couvain. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas la reine dessus, mais il y a un peu de miel. On va enlever les abeilles. Voilà. Je secoue le cadre pour faire tomber un maximum d'abeilles. Ici, nous avons un magnifique cadre de couvain operculé. On voit aussi des petites larves à l'intérieur des cellules qui sont ouvertes au milieu. Elles sont nacrées, blanches et enroulées. De l'autre côté,
on voit de grosses cellules qui sont bombées. Ce sont des cellules de mâles. Elles sont beaucoup plus grosses. Le mâle prend beaucoup de place dans une colonie. Donc là, je vais prendre un outil qui s'appelle un balai à abeille. Le balai à abeille permet de brosser délicatement les abeilles du cadre. Voilà. Allez. Il ne faut plus qu'il y ait d'abeilles sur ce cadre. Je vais le disposer dans un autre corps de ruche à proximité. Immédiatement. Je vais disposer un isolant sur le côté. Je vais mettre un cadre de cire gaufrée sur le côté. Je vais chercher un autre cadre. Rapidement, parce qu'il ne faut pas que tout ce petit monde ne prenne froid. Voilà. Je prends cet élément indispensable qui s'appelle une grille à rennes. Une grille à rennes, c'est l'outil indispensable quand on veut faire un essaim, si on ne veut pas de reine ou de mâle. Je la pose ici, délicatement. Je vais chercher le corps de ruche en le posant sur la grille à rennes. On va rétablir l'équilibre. Les abeilles vont remonter par elles-mêmes dans le corps supérieur pour réchauffer cette partie du corps. On va le mettre là, c'est pas très grave. Voilà, et on va attendre que les nourricières remontent dans ce corps pour réchauffer le couvain. Donc le couvain, ce sont des larves qui sont soit operculées, soit non operculées. Allez, à la maison. Voilà. Et l'isolant. Et voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à transporter, enlever ce corps de ruche, remettre les deux hauts sur cette colonie et on peut l'emmener à plusieurs kilomètres. Vous avez pu le remarquer, devenir apiculteur n'est pas très difficile. C'est un métier ou une passion qui demande surtout du temps, de la patience et de la délicatesse. Il y a de plus en plus d'apiculteurs amateurs qui créent leurs propres ruches en campagne, en ville ou même sur les toits d'immeubles, pour se fournir eux-mêmes en miel ou simplement pour aider à la survie de l'espèce, puisque je préfère le rappeler, les abeilles pollinisent 80% des fruits et légumes dans notre monde. Les abeilles domestiques meurent de façon anormale depuis une dizaine d'années à travers le monde entier. L'une des causes serait principalement le varroa, aussi appelé Varroa destructor, le pire ennemi de l'abeille, qui est un acarien parasite qui vit aux dépens de son hôte jusqu'au décès de celle-ci. Il y a aussi les problèmes sanitaires, les pesticides, et pour finir le manque de nourriture. Les abeilles sont donc indispensables à la survie de presque toutes les espèces terrestres, y compris la nôtre. Il est donc de notre devoir de faire le maximum pour protéger cette espèce en péril.